Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver sur Télésud pour cette nouvelle édition de la mi-journée. Il y a la une de ce mercredi 29 mars. Le Kenya, où les manifestations de l'opposition sont réprimées par un excès de violence selon leur leader Raila Odinga, ce qui inquiète la Commission de l'Union africaine qui demande du calme et de la concertation dans l'intérêt de l'unité nationale. Lors de la première étape de sa tournée sur le continent, la vice-présidente américaine Kamala Harris a appelé mardi à davantage d'investissements dans l'innovation en Afrique qu'elle qualifie d'avenir du monde. Et en fin d'édition, nous reviendrons sur la 10e journée de mobilisation en France contre la réforme des retraites avec une intersyndicale toujours déterminée qui a déjà planifié une nouvelle mobilisation le 6 avril. On débute donc cette édition avec le Kenya où après les violences qui ont éclaté lors des manifestations de l'opposition et qui ont entraîné la mort d'au moins une personne, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé tous les acteurs à faire preuve de calme afin de régler les différends dans l'intérêt de l'unité nationale et de la réconciliation. Mathieu Nicolas. Au lendemain d'une deuxième journée de manifestations violentes au Kenya, les appels au calme et au dialogue se multiplient. C'est le cas du côté de l'Union africaine. Mardi, dans un communiqué, le président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, a exprimé sa profonde inquiétude au sujet des violences qui ont émaillé les manifestations au Kenya. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, exprime sa profonde préoccupation face à la violence qui a suivi les manifestations publiques au Kenya depuis le 21 mars 2023, qui ont fait des morts, des dégâts matériels et l'interruption de certaines activités économiques dans la capitale, Nairobi. Lundi à Nairobi, l'opposition s'était une nouvelle fois donné rendez-vous dans les rues pour dénoncer la vie chère. Une nouvelle journée de mobilisation, interdite par le pouvoir, mais bravée par Raila Odinga et ses partisans. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont causé la mort d'un manifestant. C'est le deuxième mort dans des affrontements depuis le début des protestations. Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, appelle forces de l'ordre comme manifestants à faire preuve de retenue. Le président exhorte toutes les parties prenantes à faire preuve de calme et à s'engager dans un dialogue pour régler tout différend pouvant exister dans l'intérêt suprême de l'unité et de la réconciliation nationale. En déplacement en Allemagne, le président kényan William Ruto a exhorté les Kenyans à respecter l'état de droit. Le président, élu au mois de septembre dernier, estime que personne ne doit bafouer les droits d'autrui. Sur Twitter, l'opposant Raila Odinga affirme qu'il n'est pas prêt à arrêter les appels aux manifestations. Et suite à ces tensions, Raila Odinga, le leader de l'opposition kenyane, a déclaré que ses partisans n'avaient jamais envisagé que l'État répondrait aux manifestations par un règne de terreur sur des Kenyans pacifiques et innocents. On écoute. Ruto's hands are all over this violence. Les mains de Ruto sont partout dans cette violence. Lorsqu'Azimio la Umoja a appelé à des manifestations, conformément à l'article 37 de notre Constitution, nous n'avions jamais envisagé qu'en désespoir de cause, l'État réagirait en engageant des hommes de main et des mercenaires pour faire régner la terreur sur des Kenyans pacifiques et innocents. Au Sénégal, malgré l'interdiction de la préfecture, la coalition d'opposition a maintenu son appel à des manifestations aujourd'hui et demain à Dakar lors du procès d'Ousmane Sonko, poursuivi pour diffamation par le ministre du Tourisme. Sa précédente convocation le 16 mars avait provoqué des heurts dans la capitale et c'est dans ce contexte de vive tension que la justice a dénoncé mardi l'existence d'un groupe visant l'insurrection. L'ancien président du Botswana, Ian Khama, a déclaré qu'il avait commis une énorme erreur en choisissant son successeur Mokwetsi Masisi et a promis de se présenter à la présidentielle de l'année prochaine. Khama accuse Masisi de saper la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit, raison pour laquelle il prévoit de former une coalition d'opposition, des accusations rejetées en bloc par le gouvernement botswanais qui a qualifié ces allégations de scandaleuses et malheureuses. Kamala Harris, la vice-présidente américaine, a appelé lors de sa visite au Ghana à plus d'investissements en Afrique. Elle a par ailleurs souligné l'importance de l'émancipation des femmes, de l'économie numérique, de la bonne gouvernance et de la démocratie, tout en rappelant que les États-Unis seraient un partenaire inébranlable pour le progrès de l'Afrique, malgré les nombreux défis de la région. Aymeric Torregnon.
À la Black Star Gate d'Accra, lieu symbole de l'indépendance du Ghana mardi, 2 drapeaux cohabitent pour la circonstance. Le drapeau ghanéen et celui des États-Unis. Malgré la chaleur accablante, des centaines de jeunes entrepreneurs ont effectué le déplacement pour écouter la vice-présidente américaine en visite dans le pays depuis dimanche. Devant eux, la dirigeante américaine réaffirmant une nouvelle fois la détermination de l'administration Biden à se tenir aux côtés de l'Afrique pour relever les défis de développement qui s'imposent à elle. L'administration Biden-Harris et le peuple américain sont prêts à s'associer à vous pour accélérer l'innovation et l'esprit d'entreprise déjà en cours. Regardons par exemple ce qui se passe sur le continent dans les domaines de la technologie, de la science, de l'agriculture et de l'énergie propre, où l'innovation permet de résoudre des problèmes locaux et des problèmes mondiaux. Kamala Harris se dit optimiste quant à l'avenir de l'Afrique et elle appelle à plus d'investissements. Pour elle, le potentiel et les opportunités en Afrique sont énormes et ne restent qu'à être exploités pour le bénéfice du continent. L'autonomisation des femmes, l'inclusion numérique, la bonne gouvernance et la démocratie. Toutes ces questions sont au cœur de ma visite sur le continent et de mon action future. Et toutes ont le potentiel de créer encore plus d'innovation. Une innovation qui débloquera de nouveaux emplois, de nouvelles industries et une croissance exponentielle. L'Afrique, terre d'innovation et d'opportunités selon la vice-présidente des États-Unis, fait face également à plusieurs défis, notamment sur le plan économique, sécuritaire et climatique. Pour les relever, le continent ne peut que compter sur sa jeunesse, a martelé Kamala Harris. Vous, et en particulier les jeunes leaders ici présents, vous avez un rôle à jouer. Et ensemble, nous avons un rôle à jouer. Alors rêvons avec ambition et dirigeons avec conviction. Je vous remercie de votre attention. Un discours applaudi par des centaines de jeunes présents mardi à la Black Star Gate d'Accra. Après l'ère Trump, où le continent a été relégué au dernier rang dans la politique internationale des États-Unis, la nouvelle administration américaine prône désormais un partenariat inébranlable pour le progrès de l'Afrique. Au terme de 3 jours de visite au Ghana, Kamala Harris s'envole ce mercredi pour la Tanzanie, 2e étape de sa mini-tournée africaine. Dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, le bureau onusien de la coordination des affaires humanitaires a constaté que le choléra s'était répandu dans la province, touchant particulièrement les régions de Goma, Karisimbi, Masisi et Nyarangogo. Depuis le début de l'année, plus de 6200 cas ont été enregistrés, dont 1800 rien que la semaine du 13 au 19 mars. Les régions touchées abritent plus d'1 million de déplacés, ce qui préoccupe l'ONU en raison de l'accès limité et à des infrastructures d'hygiène adéquates. Je vous propose d'écouter Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire d'État, secrétaire général des Nations Unies. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nos collègues humanitaires nous disent qu'il y a une épidémie de choléra dans la province du Nord Kivu. Les régions de Goma, Karisimbi, Masisi et Nyiragongo sont particulièrement touchées par cette épidémie. Les autorités sanitaires ont enregistré 1800 cas confirmés et suspects entre le 13 et le 19 mars, contre 1000 cas la semaine précédente. Au total, 6200 cas ont été enregistrés entre le début de l'année et la semaine dernière. C'est officiel, la Côte d'Ivoire va introduire le permis à points dans le but de réduire le taux de mortalité sur ses routes. Alors grâce à cette nouvelle mesure, le pays espère réduire de moitié le nombre de décès causés par les accidents de la route d'ici 2025. Cependant, cette entreprise ambitieuse implique également la modernisation du parc automobile et l'amélioration des infrastructures routières, car les accidents mortels impliquent souvent des véhicules tels que des bus et des camions vétustes, mal entretenus ou surchargés. Mathieu Nicolas. C'est à Bassam que Fernandez se fait contrôler par la police. Après avoir montré les papiers de son véhicule, l'automobiliste règle les frais de son infraction. Il roulait trop vite.
Ici, ce barrage policier applique à la lettre les règles du nouveau permis à points, entré en vigueur en Côte d'Ivoire début mars. Même s'il vient de commettre une infraction, Fernandez est en phase avec ce nouveau système. Oui, je pense bien oui, c'est une bonne initiative parce que faut dire qu'aujourd'hui il y a tellement d'accidents, il y a tellement de chauffeurs, si je peux me le permettre de le dire. Donc avec ça, je pense que ça peut amener chacun de nous vraiment à se ranger concernant la conduite. À chaque fois on attend ici, il y a eu des accidents, il y a eu tel nombre de morts. Et quand c'est comme ça, c'est écœurant. Inspiré du modèle français, chaque détenteur du permis de conduire a reçu le 1er mars un capital de 12 points qui diminue au fil des infractions. 2 points pour l'utilisation du téléphone au volant, 3 points pour un excès de vitesse au-delà de 25 km/h, 6 points pour un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8. Le tout avec une touche de technologie innovante. Par exemple, les conducteurs en faute ne sont plus systématiquement interpellés, ils reçoivent leur contravention par un SMS et peuvent payer en ligne. Un vrai changement pour la Côte d'Ivoire. On a un système donc, de transport en termes législatifs et réglementaires qui était quand même désuet. Des textes qui datent de 1960, qui n'ont pas été revus, alors qu'il y a une progression importante. Donc on a fait beaucoup de réformes et ces réformes donc, nous ont amenés à aller vers la dématérialisation partielle du contrôle technique, parce que ça c'était vraiment un des gros problèmes. Avec cette nouvelle loi, la Côte d'Ivoire espère diminuer le nombre de morts sur ses routes de 50% d'ici 2025. L'année dernière, au moins 1000 personnes sont mortes d'un accident de la route. Un défi qui passe également par le renouvellement du parc automobile et la rénovation des voies, car les accidents mortels impliquent encore régulièrement des bus ou des camions mal entretenus ou surchargés. Abidjan semble enclin à changer la donne. 544 morts dans des explosions de mines au Burkina Faso depuis 2017. La pénurie d'eau qui persiste en Afrique du Sud et l'OMS qui modifie ses recommandations de vaccination anti-Covid. C'est le reste de l'actualité préparé pour vous par Alexis Berthémier et Noël Dong. Au Burkina Faso, les engins explosifs improvisés ont fait environ 1091 victimes, dont 544 morts et 547 blessés depuis 2017. Les groupes terroristes ont déjà utilisé ces engins explosifs improvisés dans 9 régions, des 13 que compte le pays, avec une plus grande propension pour le Sahel et l'Est. L'ampleur du phénomène a obligé le gouvernement burkinabé à se doter d'un référentiel national de lutte contre les engins explosifs, d'ici à l'horizon 2027, prenant en compte en amont la prévention et en aval des actions de détection et de neutralisation. À terme, la vision est de faire que le Burkina Faso soit exempt de toute menace liée aux engins explosifs improvisés. En Afrique du Sud, la pénurie d'eau persiste. De nombreuses régions du pays connaissent des pénuries d'eau, dues notamment à l'impact du changement climatique, à des problèmes administratifs et à des infrastructures vieillissantes. La situation serait encore plus critique dans la province de Gauteng, la plus grande du pays. Elle couvre Johannesburg, le cœur économique, et Pretoria, la capitale exécutive du pays. Rien que dans cette province, qui compte près de 12,5 millions d'habitants, il manquerait 300 millions de litres par jour pour répondre à la demande d'eau. Bien que les autorités fassent de leur mieux pour résoudre le problème, il est difficile de savoir quand le problème sera résolu, en raison du manque de coordination entre les entreprises qui fournissent de l'eau à la ville. L'Organisation mondiale de la santé a procédé à la modification de ses recommandations de vaccination anti-Covid. L'OMS estime que les adultes en bonne santé n'ont plus besoin d'une dose supplémentaire de vaccin anti-Covid. Au-delà de la vaccination primaire et d'un premier booster, les bénéfices pour la santé étant minimes. Les nouvelles recommandations du groupe consultatif stratégique d'experts sur la vaccination font état d'un haut niveau d'immunité, désormais atteint dans la population mondiale à cause des infections et grâce à la vaccination. Près de 13,3 milliards de doses de vaccins ont été administrées dans le monde. L'OMS recherche de nouveaux vaccins qui couvrent un large éventail de variants et examine de nouvelles méthodes d'administration des sérums, nasales, orales ou cutanées. Retour en France où hier s'est déroulée la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, une nouvelle manifestation qui a rassemblé 740 000 personnes dans le pays selon les autorités. À noter que même si des heurts ont éclaté en fin de cortège dans plusieurs villes, cette journée était beaucoup moins violente que la précédente. Retour sur cette journée, sur cette 10e journée avec Souilas Bailly. Paris, Marseille, Nantes, Bordeaux. Les Français opposés au passage de la réforme des retraites se sont une fois encore mobilisés dans les rues.
Au lendemain de cette 10e journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale, la bataille des chiffres continue, avec 740 000 manifestants en France selon le ministère de l'Intérieur et plus de 2 millions d'après la CGT. Des chiffres en légère baisse, mais une détermination toujours bien présente sur le territoire. On ne sait pas encore jusqu'où on va aller, mais on sait qu'on a un gouvernement qui est déterminé à foutre en l'air notre système de sécurité sociale, le système des retraites. Et certes, ils ont utilisé tous les outils possibles dans la Constitution, mais c'est des outils qui sont légitimes que si la population, dans son ensemble, est d'accord avec ce qui se passe. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un refus massif de la contestation de la réforme des retraites. Donc c'est là que c'est important de continuer à agir. Alors que la mobilisation perdure, les débordements lors des manifestations sont de plus en plus redoutés de tous. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé 175 blessés parmi les forces de l'ordre et 201 interpellations dans le pays. Sur les réseaux sociaux, de nouvelles scènes de violence ont fait surface, comme ce manifestant projeté au sol après une charge violente, inconscient. Toujours déterminé, l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation le jeudi 6 avril. L'intersyndicale déterminée donne rendez-vous le 6 avril. À l'appel de l'intersyndicale, ce sont plus de 2 millions de travailleuses et travailleurs, jeunes et retraités, qui se sont mis en grève et ont manifesté. Le monde du travail s'est une nouvelle fois mobilisé dans toute la France de façon massive et déterminée pour le retrait de la réforme des retraites. La jeunesse a encore une fois été très présente dans les mobilisations. Après 2 mois d'un mouvement social exemplaire et inédit depuis 50 ans, très largement soutenu par la population, et un parcours parlementaire chaotique, l'absence de réponse de l'exécutif conduit à une situation de tension dans le pays qui nous inquiète très fortement. Mardi, la première ministre Elisabeth Borne recevait le président du Sénat Gérard Larcher et la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet à Matignon. Ces entretiens s'inscrivaient dans le cadre de la consultation entamée par la chef du gouvernement afin d'établir un programme pour les semaines à venir. La première ministre a également invité les syndicats afin d'entamer des pourparlers, un rendez-vous qui intervient après des semaines de mobilisation. Ils sont attendus début de semaine prochaine à Matignon. Alors du côté des manifestants, la colère est toujours bien présente. Pour eux, il est hors de question de se résigner à accepter cette réforme qui reste une injustice sociale. On écoute. Que les jeunes devraient davantage essayer de se mobiliser parce que cette réforme ne les concernera pas forcément étant donné que théoriquement on toucherait notre retraite en 2070. Mais si c'est de la casse sociale qui commence aujourd'hui, elle peut continuer. Là c'est très clair qu'on n'est pas entendu. On a toujours été ouvert à la discussion, pas dans la compromission. Là aujourd'hui on est prêt à discuter avec eux, à leur refaire nos propositions, mais il faut au moins qu'ils envoient un signe. Aujourd'hui c'est balayé d'un revers de manche. Il n'y a rien. On commence, on se dit on ne sait pas où on va, tout ça. Et arrive un moment, c'est le point de bascule, où là on se dit de toute façon on va jusqu'au bout. Et on ira jusqu'au bout. Et du côté de l'intersyndicale, on l'a entendu, l'intersyndicale qui a décidé de poursuivre la lutte. Une nouvelle date de mobilisation contre cette réforme des retraites a été annoncée. Ce sera donc le jeudi 6 avril. D'ici là, on l'a entendu également, il devrait rencontrer la première ministre Elisabeth Borne qui a invité les 8 organisations de l'intersyndicale lundi, mardi ou mercredi, sans autre précision. On écoute Laurent Berger qui a réagi ce matin à cette invitation. Vous y allez pour parler de quoi ? Des retraites. C'est écrit sur le message que vous avez reçu. Il n'y a rien d'écrit. Non, pas du tout. Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit en termes de contenu. Mais vous imaginez bien qu'alors qu'on est à la 10e journée de mobilisation, qui mobilise encore beaucoup de gens, qu'on est dans un moment de contestation très fort dans le pays sur cette réforme des retraites, les représentants des organisations syndicales de ce pays ne vont pas aller discuter avec la Première ministre d'autre chose. On va aller discuter des retraites. Avant de terminer cette édition, un petit détour par la République centrafricaine où la mise en œuvre de la politique énergétique prend une nouvelle dynamique. Aux côtés de l'énergie hydraulique, c'est maintenant au tour de l'énergie solaire de venir en un point avec l'inauguration ce mardi 28 mars de la centrale photovoltaïque de Sakai dans le 9e arrondissement de Bangui sous le haut patronage du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Roland Jean-Paul Cheminda. C'est sur ce vaste chantier que sont installés les panneaux solaires qui font désormais partie intégrante de la centrale photovoltaïque de 15 MW qui a vu le jour ce 27 mars à Sakai,
fruit de la coopération RCA-Chine qui entre dans le cadre d'une politique renforcée du système énergétique en République centrafricaine. La construction de cette centrale photovoltaïque s'inscrit dans la ligne du programme de renforcement institutionnel du secteur de l'énergie, l'un des programmes prioritaires de la politique énergétique centrafricaine, et fait partie des objectifs fixés lors de la COP21 à Paris. Avec la réalisation de ce projet, la capacité installée en électricité de la République centrafricaine passe de 60 à 72 mégawatts, pendant que l'ensemble des besoins en électricité pour le pays est estimé à 250 mégawatts. Un engagement parmi tant d'autres qui doit être poursuivi. Les réformes visant l'amélioration de l'environnement des affaires dans le secteur vont être poursuivies et renforcées afin d'attirer davantage des capitaux privés sous forme de partenariats public-privé. Quelle est alors l'importance de cette centrale solaire pour les populations bénéficiaires? De Bangui, dans les grandes villes de nos provinces, dans le milieu rural, dans les centres de santé, dans les écoles, dans les communes, nous aurons de l'électricité. Ça, c'est la priorité absolue du chef de l'État. Comment la centrale de Sakai va-t-elle fonctionner dans la capitale centrafricaine aux côtés de la centrale hydroélectrique de la Société nationale d'énergie électrique, ENERCA? Au fait, cette centrale produit en moyenne 13,2 MW crête. Et pour l'instant, on l'injecte directement sur le réseau interconnecté de l'ENERCA. Donc, c'est juste un mélange énergétique qui est distribué au niveau de la centrale thermique à l'ENERCA et qui fait maintenant le dispatching partout dans la ville de Bangui. Il ne s'agit là que de quelques aspects de cette politique énergétique en République centrafricaine. Un certain nombre de centrales énergétiques sont en cours de réalisation, d'autres encore sont en étude au laboratoire cumulant les deux systèmes hydro et solaire pour les besoins des populations sur toute l'étendue du territoire national. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition de la mi-journée. En attendant, comme d'habitude, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À très bientôt, au revoir.